Madame, Monsieur, bonjour. Le 2 juin, la liberté sera la règle, l'interdiction l'exception. Nous reviendrons bien sûr concrètement sur les mesures résumées par cette phrase que le Premier ministre a annoncée hier. Il se disait lui-même pied noir et rouge. Il nous a fait rire, parfois agacé aussi. Guy Bedos nous a quittés hier à l'âge de 85 ans et nous lui rendrons hommage à la fin de ce journal. Le 13h avec vous, c'est avec Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure. Et puis le soleil est de nouveau au rendez-vous. Alors voyons tout de suite les prévisions météo de Tatiana Silva. Il brille de l'Atlantique au Grand Est, ce soleil en passant par la région centre, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. En revanche, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux et de possibles averses orageuses entre les Pyrénées, les Alpes du Sud et la montagne corse. Côté température, il fait encore chaud cet après-midi. Comptez par exemple 20 degrés à Bastia et Cherbourg cet après-midi, donc 24 à Reims, 25 à Orléans et Aurillac, 26 à Perpignan et Lyon et autour de 30 degrés dans le sud-ouest. Un petit café le matin, un verre avec les amis le soir. La France va enfin retrouver ses habitudes de vie, ses lieux de convivialité. Depuis le 14 mars, le temps nous a paru bien long. À Artonne, dans le Puy-de-Dôme, Marine Giraud et Patrick Delanne. Il flotte comme un air de liberté et de légèreté à Artonne. Depuis les annonces du Premier ministre hier, les habitants ont retrouvé leur insouciance. Soulagé d'aller voir les petits-enfants et la famille, oui. Et mon fils qui est sur Toulouse aussi. Donc là, on est soulagé là-dessus, oui. On retrouve la liberté un petit peu ? Ah ben, un petit peu, mais bon, dans la campagne, on est quand même assez privilégié. On est heureux, oui, avec le soleil, en plus on est doublement heureux. On en profite. On en profite, oui. André, elle, imagine déjà les futurs apéritifs et la douceur de vivre. Les jambes croisées, la cigarette, les 2-3 verres, pas forcément se pochetronner, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, et puis refaire le monde, quoi. Ce retraité, lui, n'a qu'une hâte, oublier cette règle des 100 km pour retrouver les siens. L'été, j'envisage d'aller me promener. J'ai de la famille qui est éparpillée, donc des enfants qui sont en région parisienne, un beau-frère qui est dans le Gers, donc je vais aller voir. Et puis ils vont venir pour faire une petite fête. Le seul bistrot de la commune va aussi pouvoir rouvrir ses portes dès le 2 juin. C'était le rendez-vous pour prendre un café chaque matin et discuter. Ses habitués attendaient de le retrouver avec impatience. C'est une bonne nouvelle pour tout le pays. Parce que depuis 2 mois, il faut reconnaître que c'était un petit peu triste. C'est vrai qu'on a hâte de revoir cette joie de partager un verre, voilà. Puis d'autant plus que là, on rentre dans les beaux jours. Donc là, c'est vrai que boire un verre en terrasse, c'est super agréable. Et le ravitaillement est déjà là. Stéphane a 4 jours pour tout mettre en place et que le bistrot soit prêt pour ses retrouvailles très attendues avec ses clients. Et tous vos journaux ce matin célèbrent cette liberté bientôt retrouvée. En juin, fais ce qu'il te plaît pour l'Ardennais. Il est vrai qu'en mai, ça n'était pas possible. Enfin libre, titre Sud-Ouest en dévalant la dune du Pilat. Ce vent de la liberté qui va souffler à nouveau dès mardi à la une de la montagne. Et puis à l'exception de l'Île-de-France, où c'est plus compliqué, comme on va le voir, les cafés-restaurants vont pouvoir rouvrir mardi. À table lance carrément Libération Champagne. Enfin, la vie en vert, annonce le Courrier Picard qui aurait pu écrire vert, VE2RE, pour l'ouverture des cafés. Puis ce mot de la fin, vous le voyez pour l'Est éclair, qui résume tout, vivement mardi. Dans les 3 régions passées du rouge au vert sur la nouvelle carte du déconfinement, c'est le grand soulagement. Le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté vont pouvoir retrouver leurs cafés, leurs restaurants, leurs espaces verts, leurs musées, comme ailleurs. À Nancy, en Lorraine, Vincent Ditch et Vincent Rucli. La place Stanislas sous le soleil mais sans terrasse, mardi prochain ce sera fini. Les Nancéens vont retrouver l'animation habituelle de leur place et ça les réjouit. C'est vrai que ça commençait à manquer, quoi. Ça va ramener un peu d'animation, les gens vont circuler. Je pense que là tout le monde va être heureux d'être de nouveau en terrasse. Oui, je pense. Ouais, ça va faire plaisir à tout le monde. Mais avec les précautions bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus faut pas tout lâcher, quoi. Maurizio, le cafetier restaurateur glacier, attendait bien sûr avec impatience l'autorisation de réouverture, même si le week-end va être chargé. À la dernière minute, ça va être dur, mais on essayera. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir est-ce que la clientèle va être là. L'autre bonne nouvelle pour les Nancéens, c'est la réouverture des parcs et jardins dès demain matin. On attendait que ça parce qu'en fait, il faut quand même qu'on reprenne notre vie normale, quoi. Donc les parcs, les jardins, ça va être super sympa, les piscines. Et puis pouvoir faire du sport un petit peu. On va pouvoir ressortir, prendre les goûters à l'air libre, après avec un petit peu d'inquiétude quand même. On fera avec vigilance.
tout mettre en œuvre pour rassurer le public. Le musée Aquarium de Nancy y travaille aussi dans ses ateliers. Là, on fabrique un interrupteur à pied. Donc avec un système de ressort avec un interrupteur où vous viendrez avec votre pied appuyé dessus pour éviter de toucher avec la main les interrupteurs. Après 2 mois et demi de fermeture, le musée va enfin revivre, même s'il y aura moins de visiteurs qu'avant. On a diminué la jauge, la fréquentation instantanée sera ramenée à 150 personnes. C'est 495 habituellement, donc là c'est vraiment une diminution importante. Partout dans Nancy, les activités commerciales et touristiques vont donc reprendre. Une bonne nouvelle pour une ville qui attire plus de 3 millions de touristes par an. Vincent Ditch, bonjour Vincent, on vous retrouve en direct de la célèbre place Stanislas à Nancy. Alors dans 4 jours, elle va, j'imagine, retrouver son effervescence. Oui, effectivement, Jacques. Les cafetiers, hôteliers, restaurateurs de la place n'ont pas encore commencé à installer leur terrasse, mais ils vont sûrement passer le week-end dessus pour réussir à respecter les règles sanitaires, mais aussi pour profiter d'espaces beaucoup plus importants. Ils vont même pouvoir investir de nouveaux lieux historiques dans la ville, et tout cela sans avoir à payer de redevances durant tout l'été. La ville de Nancy a aussi annoncé qu'elle allait distribuer à tous ses commerçants des tickets de parking gratuits pour leurs clients, des tickets d'1 heure pour aller faire ses courses et de 2 heures pour aller au restaurant, justement. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, Vincent. La France en vert avec 3 points orange encore. C'est donc la nouvelle carte du déconfinement. Seules l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane feront l'objet d'une surveillance accrue car le coronavirus y circule encore activement. Le retour à la liberté y sera donc un peu plus progressif qu'ailleurs, en attendant la publication d'une nouvelle carte prévue le 22 juin. À Paris, les cafetiers et les restaurateurs ne pourront rouvrir que leur terrasse, quand ils en ont une, évidemment. Beaucoup sont donc partagés entre un début de soulagement et aussi l'inquiétude de ne pas être rentable. François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Un large trottoir, une terrasse prête à l'usage. Ici, dès la semaine prochaine, ce bar devrait faire le plein s'il fait beau. En revanche, dans ce restaurant, avec une plaque d'aération reliée au métro et beaucoup de passants, c'est plus compliqué. Il va respecter le mètre de distanciation. On va mettre une table de 6. Oui. Une table de 6 là. Faut pas qu'on fasse des tables plus de 10 de toute façon. Après un peu. On peut les faire manger sur la route quoi. On peut aller jusqu'ici. En cuisine, pour l'heure. Entendu, 3 turbos pour midi. Uniquement des plats à emporter. Et pas sûr que l'ouverture des terrasses convienne à la clientèle de ce restaurant de famille. Bon, les bars, ils vont bien travailler. Tous les jeunes vont être sur les terrasses, à boire la bière, tout ça, se retrouver tous avec les copains. Mais nous, notre clientèle, à nous, qui est un peu âgée et tout ça. Ils ont un peu peur encore ? Oui, ils ont encore un peu peur, oui. Autre casse-tête, dans cette galerie couverte, passage étroit, donc peu de tables dehors. Les distances, j'ai 1 mètre entre les tables, mais pour le coup pas entre les chaises. Faudrait que je les mette face à face, mais dans un passage privé, j'ai pas le droit de le faire. Ce qui diminue encore plus ma surface, donc je pense que je vais être limité à peut-être une dizaine de couverts même, je sais même pas si j'en ai 15. Dans un restaurant comme celui-ci, c'est à peu près 80 couverts par jour pour être rentable. On me laisse la possibilité d'en faire 15 à partir du 2 juin. Effectivement, le modèle économique n'est plus viable. Donc la grande question qu'on se pose et le doute qui plane, c'est qu'est-ce qui se passe pour nous du coup. Et même si le restaurant affiche déjà des normes strictes de sécurité, même si les menus sont modifiés pour éviter tout risque de transmission. Carte réduite déjà et jetable pour éviter la contamination. Voilà, tout simplement. Donc à la poubelle à chaque fois. Donc à la poubelle à chaque fois. Pas sûr que l'établissement rouvre mardi prochain. Dans cette rue, en revanche, pas besoin de terrasse. Apéro improvisé tous les soirs. Voilà monsieur. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Si on pouvait fermer la rue, si on pouvait s'étaler, si on pouvait mettre tout dehors et faire ça à l'espagnol, j'en serais ravi. Ça va peut-être pas se passer comme ça. C'est pas gagné. François-Xavier, vous êtes toujours à Paris dans le 15e arrondissement. Alors, pour agrandir leur terrasse, certains imaginent même d'aller un peu sur la voie publique, c'est vrai ? Ce sera possible dès mardi prochain, nous dit la ville de Paris. Alors comment ? Eh bien, en quelque sorte, il y aura bien une colonisation des terrasses. Mais pour cela, il faudra respecter évidemment la libre circulation des piétons. Il faudra faire attention aussi aux places de parking. Il faudra que les voitures puissent continuer à circuler. Mais dans certaines rues, il y aura même des piétonisations totales. Mais ça se fera au cas par cas. Il faudra également que les riverains soient d'accord parce qu'il y a la question du bruit le soir. Alors on évoque la possibilité du côté de la ville de Paris, eh bien, que les terrasses
terrasses ferment à 22h30. Il y aura aussi les agents de la ville de Paris qui seront mobilisés parce qu'il y a les mégots, parce qu'il y a aussi les incivilités. Vous le voyez, c'est encore un sacré casse-tête, mais l'important, nous dit-on à l'hôtel de ville, eh bien, c'est que Paris regagne de l'oxygène. C'est le maître mot. Derrière tout ça, il y a évidemment des questions économiques parce que Paris et l'Île-de-France, c'est 50 millions de touristes chaque année. On le sait, la machine touristique est en panne. Or, l'idée, c'est de redémarrer, c'est de, je cite, montrer que les terrasses sont attractives et que donc Paris redevient attractif. C'est le début du redémarrage en quelque sorte. Et oui, merci beaucoup François-Xavier. Pas simple tout ça. Bonjour Marcel Bénezet, vous êtes aujourd'hui notre interlocuteur au nom des cafés, bars et brasseries indépendants, le CNI. Non, le GNI. Groupement national des indépendants. Voilà, merci d'avoir corrigé. Alors, vous êtes satisfait, même si ça n'est pas facile, on vient encore de l'entendre, on parlera de l'Île-de-France après, mais globalement, alors, dans globalement, toute la zone satisfait, verte. bien sûr, pour les zones vertes, bien sûr, parce qu'ils attendaient, ça fait quand même 80 jours, ça fera lundi, que nous, on n'a pas revu nos clients et que nos clients ne nous ont pas revus. Et vraiment, on sent qu'il y a une attente importante de retrouver ce lien social que sont nos établissements. Pas forcément facile non plus. Ah ben aujourd'hui, si vous voulez, on sait déjà qu'on va travailler à perte. Quand vous exploitez un établissement à 50% de sa capacité, ou 60% maximum, ça sera, je pense que c'est pas rentable. Déjà, vous avez la moitié du personnel qui resteront au chômage partiel, c'est possible. Faire des roulements, parce qu'il y en a qui voudront travailler, on ne peut pas désavantager les uns des autres. Donc c'est une gestion très compliquée. Il y a les gestes barrières à faire respecter, il y a le pack hygiène à mettre en place, c'est très compliqué, et puis c'est onéreux. Puis toutes les salles ne sont pas forcément adaptées à ces gestes barrières et à cette circulation. Est-ce que pour certains cafés, restaurants, il n'est pas déjà trop tard? Certains, je peux vous assurer qu'il y en a déjà qui ont rendu les clés. Et c'est surtout en province aussi, vous avez des établissements, vous avez des villages où il y avait 4 bistrots, vous en avez 2 qui ne vont pas réouvrir. Hein, alors qu'on est en train de remettre en place justement SOS Bistrot, de faire une opération pour réouvrir. Il faudra sauver ces bistrots parce que c'est quand même c'est nos gènes, les bistrots. C'est l'endroit où on a besoin de se retrouver. Ça fait partie. C'est la France, exactement. La France des bistrots. Et j'y suis très attaché parce que je viens même moi d'un pays. Je viens de l'Hérault. Je suis de Marcillargues où j'ai encore un établissement là-bas où c'est vraiment en plein centre-ville. C'est l'âme du village. Tous y racontent les histoires du village. On sait, c'est un petit peu, si vous voulez, l'Assemblée nationale du village. Mais ça fait partie de nos gènes. On le sait, nous aussi, que ce soit en ville ou dans les villages. À propos de l'Île-de-France, est-ce qu'on a entendu qu'on était prêt à augmenter les terrasses? Ça vous paraît possible, ça? Alors bien sûr, la mairie de Paris travaille avec l'urbanisme, avec M. Jean-Louis Sica qui travaille jour et nuit, je pense, pour mettre en place un système avec un logiciel qui va pouvoir attribuer les terrasses sur informatique rapidement. Mais tout ça, ça va coûter 1 €, c'est pour rien, c'est gratuit, parce qu'on ne peut pas faire gratuit. Je crois qu'il y aura 1 € de contribution de demander, mais tout le monde n'en aura pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, toute la zone orange, il y a un peu gens qui rient, gens qui pleurent. Ceux qui vont pouvoir s'étaler, il y en a d'autres qui ne pourront pas du tout ouvrir. Moi, j'ai un établissement où je n'ai pas de trottoir, je n'aurai pas droit de terrasse, il y a un parking, je ne sais pas si je pourrais l'étaler, mais bon, c'est une gérante en plus. Elle est fermée depuis 2 mois et demi, donc elle ne paye plus de loyer, on a le problème des loyers. Aujourd'hui, les commerçants ont envie de vite faire de l'argent pour payer déjà les loyers. Vous avez le problème des assurances qui ne suivent pas du tout. Vous avez aujourd'hui, c'est vraiment, on va travailler à perte déjà. Donc soulager un peu, mais pas complètement. Pas du tout complètement. On a bien compris. On n'est pas soulagé du tout, parce que tout le dur reste à venir. Je pense qu'il va y avoir 30% des établissements en France qui vont passer à la trappe dans notre profession. Parce que le tourisme, on n'a pas de touristes aussi. Hein. Bien sûr. Ça va être un problème important. Merci beaucoup, merci. M. Bénezet. Alors projetons-nous maintenant à mardi 2 juin, quand on repensera à la vie d'avant, avec notamment toutes ces limites. Vous vous souvenez, 1 kilomètre à pied, 100 km en voiture notamment, une attestation, des justificatifs, des contrôles, des amendes. On a envie de crier comme Sud-Ouest ce matin, enfin libre, sur la côte d'Opale, entre Boulogne-sur-Mer et le Touquet, Marion Fiat et Thierry Chartier. Des sourires, de l'enthousiasme et beaucoup d'entrain. Ça faisait bien longtemps que les Aubettes n'avaient pas connu une telle ambiance. Et pour cause, l'annonce de se déplacer à plus de 100 km, ça signifie beaucoup. C'est une délivrance quand même. Les gens se sentent mieux, le moral est meilleur, tout est positif. Je partirais bien dans le sud. Ouais, sortir avec les copains, boire l'apéro, tout ça, au bar de la plage. Ouais, franchement, ouais, je partirais bien 1 semaine en vacances. À l'approche des fêtes des mères, effectivement, la famille sera contente de retrouver ses proches. Bon, comment ça va? Ah, et pouvoir retrouver sa famille. Marie-Paul et Robert s'y préparent depuis ce matin, dans l'Allégresse. Je m'ennuie.
11 semaines sans revoir leurs 7 petites filles, c'était beaucoup trop long. Quand est-ce que vous venez au Touquet? Le week-end prochain, du coup, non? Oui, oui. Oui, on a hâte, on a hâte. Et on sait déjà qu'elles vont venir en juillet et peut-être même au mois d'août. On va les avoir un bon moment à la maison. Il était temps? Il était temps, oui, c'était même urgent. Pour Marie-Paul, plus 1 minute à perdre. Élaboration des menus, préparation des chambres. Elle attend ses retrouvailles depuis si longtemps qu'elle souhaite que tout soit parfait. Tout est prêt, c'est propre. J'ai même, pendant le confinement, repeint les tuyaux. Et puis, donc j'ai déjà prévu de refaire des croquettes aux crevettes, au fromage. Ça, c'est un grand classique. Je dois faire un calais, je dois faire un poulet aux arachides. Ça fait partie des retrouvailles. Cette nouvelle liberté retrouvée, c'est la possibilité de prendre le large, mais surtout revoir enfin les gens qu'on aime. Partout, les commerçants et les professionnels du tourisme vont pouvoir retrouver leur clientèle dans un rayon qui ne sera plus à partir de mardi limité à 100 km. Enfin, la saison pour eux va pouvoir commencer. Il était temps à Juan-les-Pins sur la Côte d'Azur. Julien Garel et Didier Laborde. Ils s'étaient déjà préparés à la réouverture, mais depuis hier et les annonces du Premier ministre, tout s'accélère. Première bonne nouvelle pour le gérant de cette plage privée, le protocole sanitaire finalement moins contraignant que prévu. On avait entendu des bouillies de 4 mètres carrés par client, tout ça c'est des choses qui étaient infaisables. Il a été allégé au niveau des distances entre clients, on a 1 mètre entre chaque client. Donc déjà c'est ceux qui peuvent pas mettre 1 mètre, mettre des plexis, donc c'est déjà beaucoup plus simple pour nous. Ça présage quand même d'une saison qui pourrait être quand même à peu près correcte. Mais c'est surtout l'abandon de la restriction des 100 km pour se déplacer qui redonne le sourire aux commerçants de la Côte d'Azur. Ça va tout changer parce que ça va amener, j'espère, beaucoup plus de monde. Parce qu'évidemment, on compte beaucoup sur la clientèle française. On espère qu'ils vont descendre. Mais la clientèle étrangère est aussi importante. Alors ça reste le point d'interrogation. Une délivrance aussi pour les restaurateurs impatients de lancer enfin leur saison. Énorme soulagement, ça va être une nouvelle manière de travailler, hein, c'est certain. Il va falloir s'accrocher, mais oui, je suis certain que les Français seront là. Ils seront prêts à consommer. Tout le monde me demande quand est-ce qu'on ouvre, le 2. Rendez-vous est pris aussi pour un retour à la normale sur les plages avec serviettes et crème solaire. Une annonce que beaucoup attendaient. Regardez, la vie va reprendre. C'était une tristesse incroyable. Les magasins tous fermés, les plages, il n'y avait plus personne sur les plages. Et pour le patron de cette boutique d'articles de plage, il était temps. On a été fermé 2 mois, hein, comme toutes les boutiques. Et puis bon, comme les touristes n'ont pas le droit de venir, donc on est au plus bas. C'est le tourisme qui va faire que ça va relancer la station, ça va relancer tout. La possible réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin pourrait finir d'éclaircir l'horizon des acteurs du tourisme. Du nouveau aussi pour les écoles. Toutes pourront rouvrir dès mardi, ainsi que les collèges. Quant aux lycéens, ils feront leur rentrée partout, mais en zone verte seulement. Dans les départements en orange, la priorité sera donnée aux lycées professionnels. Pour ceux qui devaient passer l'oral du bac de français, sachez qu'il est supprimé. Quelques réactions recueillies ce matin par Sophie de Vessières, Fabienne Mossel, Vincent Piron et Julien Bervilliers. Bien sûr, l'année scolaire n'est pas tout à fait terminée, mais Lilou, élève de première, peut enfin souffler. Le gouvernement vient de l'annoncer, elle ne passera pas l'oral du bac de français. J'étais super contente. On n'a pas eu d'entraînement. Aussi, passer le bac avec le masque, ça aurait été compliqué. On ne peut pas voir comment on parle, qui parle, avec le mètre de distance. Les parents sont, eux, un peu déçus. On a un petit peu peur que ce soit un bac coronavirus. C'est un bac qu'on donne un peu à tout le monde. J'espère que ça ne sera pas comme ça. Cette professeure de français peut le rassurer. Les élèves seront notés avec beaucoup d'attention sur la base de leurs 2 premiers trimestres de travail. Le contrôle continu va donner des résultats assez justes, puisqu'en général, les élèves obtiennent les mêmes notes à l'oral à peu près que ceux qu'ils obtiennent lors des oraux blancs. La question du bac est donc réglée, mais les élèves auront-ils la chance de revoir leur lycée ? Marianne est en terminale à Paris, en zone orange. La réouverture des établissements n'est pour le moment pas prévue. C'est vrai que je suis quand même très déçue. On ne peut pas remplacer le présentiel, on ne peut pas remplacer la parole du professeur. Donc j'aurais bien aimé qu'ils reprennent, les lycéens reprennent, d'autant qu'ils sont quand même grands, donc ils sont capables de comprendre les mesures barrières, de porter un masque autant qu'il faut. Marianne a pris acte de la situation, une pointe d'amertume dans la voix. J'aimerais bien au moins voir mes camarades au moins une fois dans l'année pour leur dire bon, au revoir. J'aimerais aussi remercier mes profs
pour leur dire au revoir, parce que ça fait quand même 3 ans que je les connais, donc j'aimerais bien quand même un peu les voir, même si c'est qu'un jour. Les lycéens devraient être conviés prochainement pour des entretiens individuels ou des séances de travail en petits groupes. Marianne, très motivée, se tient prête. Pas facile pour eux et pour les parents. David Desarrojo, bonjour. Bonjour. On vient de voir, David, ces lycéens qui devront rester chez eux. Alors d'autres pourront malgré tout revenir en classe. Il faut nous aider à comprendre. Eh bien, parmi les tout premiers à reprendre les cours, les terminales de bac professionnel et de CAP. Même ceux de la zone orange sont concernés. Ça représente tout de même 290 000 élèves. C'était indispensable et urgent pour eux parce qu'ils doivent récupérer une certification avant d'entrer sur le marché du travail. Et puis, il y a tous les autres, tous les lycéens de la zone verte. C'est à chaque établissement, dans ce cas-là, de prendre contact avec les parents pour leur donner une date de rentrée. Évidemment, le masque sera obligatoire. Alors pour les parents d'élèves de maternelle, de primaire, là, le casse-tête n'est pas complètement terminé. Non, pas du tout même, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles. En tout cas, pas si l'on respecte les fameuses distances de sécurité. En clair, vos enfants seront accueillis 1 journée ou 2 journées par semaine, mais le reste du temps, eh bien, il faudra continuer de vous débrouiller. Pas question d'alléger le protocole sanitaire pour l'instant, à part peut-être pour le mois de septembre. Le ministre de l'Éducation nationale l'a précisé ce matin. L'objectif, c'est de faire revenir tous les élèves, tous les jours, après les grandes vacances. Voilà, ça serait donc normal après les grandes vacances, en principe. Merci David. Alors si le Premier ministre était porteur de beaucoup de bonnes nouvelles, hier, il n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de se protéger. Et il a notamment appelé les personnes les plus vulnérables à continuer de se préserver. À l'île Jourdain, dans le Gers, Pascal Michel et Perrine Mislange. Suzy et Henri, 51 ans de mariage. Ils n'ont pas écouté le Premier ministre hier, mais savent tout des mesures qu'il a annoncées. Et pour tout dire, ils sont un peu perdus. Une fois, ils vous disent Pierre, une fois, ils vous disent Paul, une vous dit chacun dit pareil. Alors, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus à quoi avoir confiance. Suzy porte le masque le plus souvent possible. Le carnaval est fini. En bon gascon, son mari plaisante, mais malgré tout, reste prudent. Si je vais dans un magasin, je le mets. S'il y a du monde, on le met. J'en ai fait du chemin, je crois que j'espère en faire encore. Hein. Hier, le Premier ministre a appelé les personnes vulnérables à la prudence. Conseil entendu par la plupart des retraités que nous avons rencontrés ce matin. 2 masques lavables 50 fois. Sous la halle de l'île Jourdain, la distribution de masques se poursuit. J'ai 73 ans, j'ai travaillé 30 ans à l'hôpital. J'estime quand même qu'il faut faire attention. Dans son jardin, Pierre, 77 ans, attend patiemment de pouvoir reprendre ses activités sportives. Il faut respecter les choses parce que je vois là, ils doivent ouvrir la piscine municipale comme je vais assez souvent nager. Et je ne sais pas les mesures qu'ils vont me prendre, il va falloir faire attention quand même. À partir de mardi, chacun pourra se déplacer sans limitation de distance. Mais là aussi, la prudence reste de mise, même si la famille manque beaucoup. On a des enfants à Paris, ça c'est ce qui nous manque le plus. Parce que c'est une jolie famille, très aimante et très agréable. Mais il y a une chose dont les Gersois n'ont jamais manqué. À portée de fourchette, de quoi se faire plaisir. Que des bons produits. C'est bon pour le moral. Oui, pas mal. Et pour ça, aucune contre-indication. Alors tout va rouvrir aussi pour nos loisirs, plus ou moins, pas forcément aux mêmes dates pour tous. Merci Frédéric Agnès de nous permettre d'y voir vous aussi un peu plus clair. Alors on va commencer par le plus simple, on va être didactique. Et ce qui concerne la France entière, dès demain, les citadins vont enfin pouvoir prendre un bon bol d'oxygène puisque les parcs rouvrent. Vous êtes plutôt au cinéma, les écrans vous manquent. Là, un peu de patience, ce sera pour tout le monde le 22 juin. Et puis si vous voulez que vos enfants partent en colo, s'amuser un peu, là encore, ce sera à partir du 22 juin. Il paraît, Jacques, que vous êtes assez impatient de retrouver les pistes de danse. Oui, c'est sûr. Eh bien oui, alors donc là, la date de réouverture pourrait être pour les discothèques ce fameux 22 juin, mais ce n'est pas encore sûr, soyez aux aguets. Pour les autres loisirs, c'est plus compliqué. Il y a des dates en fait différentes selon les zones. Alors, si vous avez envie de voir une pièce de théâtre, de faire du sport dans une salle de sport, de nager dans une piscine, si vous habitez en zone verte, ce sera à partir de ce mardi et à partir du 22 juin si vous habitez en zone orange. Enfin, pour les musées, les monuments historiques, là, il va falloir guetter les informations selon le lieu où vous habitez et ce qui vous intéresse, puisque les réouvertures seront étalées au mois de juin et de juillet. 2 exemples, le château de Chambord rouvre ce vendredi prochain, et pour le Louvre, il faudra attendre jusqu'au
6 juillet, j'ai failli m'y perdre. Merci Frédéric, bel effort de pédagogie en tout cas. Un mot maintenant des États-Unis où la colère a éclaté après la mort d'un habitant noir de Minneapolis. C'était lors d'une interpellation violente. Il était suspecté de posséder un faux billet de $20. De nombreux manifestants sont après descendus dans les rues, ont incendié, vous le voyez, un commissariat. Le gouverneur du Minnesota a dû faire appel à la garde nationale. 200 policiers ainsi que des hélicoptères seront envoyés sur place dans la journée. En France, le groupe Renault a fait des annonces importantes ce matin. On sait que le constructeur automobile lance un plan d'économie de 2 milliards sur 3 ans. Des milliers d'emplois seront supprimés à travers le monde. Quant à l'usine de Choisy-le-Roi, qui emploie 260 salariés dans le Val-de-Marne, elle devra fermer d'ici à 2022. En revanche, la fonderie de Bretagne à Caudan, dans le Morbihan, pour laquelle on était inquiet et sauvé, Tara Lagoutte et Aurélie Janssen étaient sur place au moment où la bonne nouvelle est tombée. C'est une annonce très attendue. C'est bon, vous entendez là? Peu avant 10 h, le verdict tombe. Première chose, pas de fermeture d'FDB. Enfin, les salariés de la fonderie de Bretagne sont fixés sur leur sort. On a encore un peu de frissons, beaucoup de joie pour les employés. On attendait la réponse, même que ça soit un an, depuis 2 semaines, on était dans le flou. C'est une belle victoire, une superbe victoire. Pour moi, cette boîte-là ne devait pas fermer, donc un gros soulagement. J'avais hâte que ça se termine parce qu'on a appris ça au bout d'une demi-heure et j'étais pas bien du tout. Car 2 heures plus tôt, une délégation syndicale avait rendez-vous à la sous-préfecture pour un comité social et économique. Les copains, on lâche rien. Près de 400 emplois sont en jeu, ainsi que la fermeture de l'usine. Finalement, le groupe Renault maintient le site de Caudan et lance une étude stratégique. Nous allons regarder l'ensemble des pièces faisables en fonte pour le marché automobile au sens large du terme. Marché automobile qui pourrait regrouper la machine agricole, le gros camion, le bus, etc. Depuis sa création, il y a près de 50 ans, la fonderie a failli fermer à plusieurs reprises. En 2009, le groupe Renault reprend le site. Mais avec la crise du secteur automobile, les salariés craignent que l'annonce de ce matin ne soit qu'un sursis. Il ne faut pas que ça soit qu'un effet d'annonce aujourd'hui. Il faut qu'on soit force de proposition, comme on l'a souvent été, mais là dans un autre domaine, dans le domaine de l'industrie, de la métallurgie, de trouver des nouvelles idées. En fin de matinée, les salariés ont repris le chemin de l'usine. On rentre tous à la maison. Où le travail devrait reprendre mardi prochain. Hier, on évoquait dans ce journal la hausse historique et spectaculaire du chômage au mois d'avril, plus 22,6% en un mois. Autre chiffre qui illustre ce matin les conséquences considérables du confinement sur l'économie française, la consommation des ménages a chuté de plus de 33% au mois d'avril par rapport à février. Cette consommation pourrait repartir maintenant, ne serait-ce que pour profiter de ce week-end de Pentecôte, quasi estival dans la plupart des régions. Ceux qui ont un jardin ou un balcon auront peut-être envie de faire un barbecue. Pas de problème, les bouchers ont affûté leurs couteaux à Mordan dans le Rhône. Céline Blancpain et Brice Chérès. Il y a d'abord cette odeur immédiatement reconnaissable. La petite musique du barbecue qui annonce l'arrivée de l'été. Là, il y a de la saucisse, de la merguez et des travers de porc. Là, avec le beau temps, on se fait bien plaisir, ouais. 26 degrés dans le département du Rhône. Bon appétit, c'est prêt? Les brochettes, c'est toi? Après plusieurs semaines de confinement, cette famille savoure un repas au grand air avec les enfants. J'aime bien quand c'est bien veillé. Au premier rayon de soleil, généralement, on lance les hostilités pour faire le barbecue le premier de l'année. Donc c'est génial de pouvoir tous se revoir. On va faire un barbecue, je pense, tous les week-ends. Plus de 66% des Français possèdent un barbecue. En quelques jours, cette boucherie a déjà vendu 100 kilos de saucisses. 5 merguez, 5 chipots, et si vous avez du travers de porc. Il fait beau, c'est barbecue obligatoire, plein de chats. Cet artisan conseille à ses clients de ne jamais piquer les saucisses et de bien surveiller la cuisson pour un maximum de saveur. Retourner plusieurs fois pour pas que ça sèche justement, pour pas que ça brûle. Et pour une cuisson parfaite, de plus en plus de Français choisissent des équipements innovants comme ce barbecue à granulés de bois. Vous avez vos granules à l'intérieur et vous avez la possibilité de faire fumer votre viande et de le piloter avec votre smartphone. Si les barbecues au charbon de bois représentent encore 60% des ventes, les modèles électriques et au gaz gagnent des parts de marché chaque année. Moins de contraintes au niveau des fumées, des odeurs.
Juste le fait de ne pas avoir du charbon de bois manipulé, on n'en a plus, il faut aller en chercher. Les prix varient entre 50 et 2000 euros. Quel que soit le modèle choisi, installez toujours le barbecue loin de tout objet inflammable et hors de portée des enfants. Et il est l'heure maintenant de retrouver Jean-Pierre Pernaut pour notre page Le Trésor avec vous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jacques, on a retenu, on pique pas les saucisses quand on fait un barbecue. En attendant le barbecue, eh bien, même si les anciens doivent continuer à se protéger, comme vous le disiez tout à l'heure, dans ce Trésor avec vous, on va continuer à vous aider pour les vacances qu'on peut maintenant vraiment préparer. Fini la limite des 100 km/h, on va aller partout. Nos vacances en France, donc, après les camping-cars aujourd'hui, pourquoi pas un petit séjour dans un gîte rural. Il y en a énormément, 70 000 en France, une forme d'hébergement que plébiscitent tous ceux qui aiment des vacances tranquilles, pas trop chères et authentiques, avec souvent plein d'activités autour. Un bel exemple à Étrechez en Côte d'Or avec Séverine Agy et Antoine Pocry. Près du parc national de Forêt, nous avons découvert ce matin le bonheur simple des vacances en gîte. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue au Moulin sur la Seine. Michel nous emmène directement dans sa pièce préférée. C'est vraiment la pièce à vivre, c'est la pièce la plus agréable. Et donc tout est à disposition de mes invités. Vaisselle, ustensiles, on y est comme à la maison. L'endroit idéal pour se réunir en prenant bien sûr toutes les précautions sanitaires qui s'imposent. Ménage et désinfection, supprimer les tapis, les coussins non essentiels, une boîte à clés pour éviter le contact avec les invités s'ils le veulent. Les réservations reprennent depuis le déconfinement. Les gîtes proposent des prix très variables en fonction de leurs tailles et prestations. Le Moulin sur la Seine peut accueillir 10 personnes pour 1 090 € la semaine. 2 familles arrivent dès ce soir avec l'assurance d'être charmées. L'idée, c'est d'offrir à nos invités un moment de bonheur. La famille ou les amis qui vont la louer auront une maison entièrement pour eux. Donc ils seront libres. En toute indépendance, les invités pourront profiter de cet ancien moulin construit sur un bras de Seine et de toutes les activités que le lieu propose. Oubliez la voiture, ici tout est à proximité. Pêche, randonnée, balade à vélo ou encore à quelques centaines de mètres, visite de la ferme où travaillent Michel et son fils. On y met beaucoup de cœur, on aime nos bêtes, on aime nos terres, on aime notre paysage, la pousse d'herbe pour nourrir les vaches jusqu'à la production des yaourts. Des produits locaux que vous pourrez déguster en les accompagnant, pourquoi pas d'un crément de Bourgogne. Avec modération pour profiter de cette convivialité qui nous a tant manqué. Voilà, c'est ça, le charme des gîtes ruraux, si la formule des gîtes vous intéresse. Il y a une fédération des gîtes de France avec un site internet, plein d'adresses pour réserver dans toutes les régions. C'est www.gitesdefrance.com avec un tiré du 6 entre chaque mot. Il y a aussi un guide du routard spécial chambre d'hôtes et plein d'infos sur le site routard.com et puis un autre site pour vous donner des idées pour lesvacances.com, là aussi un tiré du 6 entre chaque mot. Des vacances où on va pouvoir découvrir plein de jolis marchés. Suite maintenant de notre opération des coups de cœur de nos correspondants. Dans un instant, Dominique Lagroux-Sampère nous fera, comme tous les vendredis, un petit point sur les votes. Il y en a beaucoup. On découvre ces marchés un à un dans ce Trésor avec vous. Aujourd'hui, la région Rhône-Alpes avec le coup de cœur de Gaëlle Charnet. Gaëlle, candidate redoutable, vous vous souvenez qu'elle avait gagné à Noël pour les coups de cœur des traditions de Noël. Donc elle se bat encore pour défendre sa région. Gaëlle, vous avez choisi le marché de Vienne en Isère où il y a, paraît-il, de délicieux fruits et légumes, ma chère Gaëlle. Alors Jean-Pierre, je vous aurais bien ramassé une salade pour vous la faire goûter, vous l'envoyer, mais c'est encore un petit peu tôt. Je voulais surtout vous montrer là où tout commence, sur ces terres sableuses de la vallée du Rhône. Il y a tout ici, hein. Il y a le soleil, il y a l'eau, et puis il y a surtout le coup de cœur qui est pas loin, à seulement 7 km, le marché de Vienne. Mais venez voir Jean-Pierre, je vais vous montrer le coup de cœur, il est là. Il est dans les tomates, dans ces courgettes, dans ces concombres, dans ces fraises absolument fabuleuses. Je vous mets au défi, vous mangez la barquette en moins de 5 minutes tellement elles sont délicieuses. Et il n'y aurait pas tous ces fruits et légumes sans eux, sans ces maraîchers qui font ça depuis des générations, comme la famille Manin, que vous retrouvez chaque samedi sur le marché de Vienne. Un marché qu'on a hâte de vous faire découvrir et pour lequel vous allez voter. Allez, on vous emmène tout de suite avec Frédéric Marchand. Votre cœur battra d'abord pour un décor. Celui d'une cité antique sur les bords du Rhône. Une petite Rome où se feuillettent 2000 ans d'histoire.
On attaque aujourd'hui. Le marché de Vienne a forcément les dimensions d'un colisée. 2,5 km d'étal, 400 commerçants, mais une seule philosophie. Des vrais produits et pas des choses qui ont voyagé, qui ont traîné dans les frigos ou sous les néons dans les grandes surfaces. C'est très sympa de pouvoir consommer local. Car le jardin est là, aux portes de la ville. La vallée du Rhône est le trésor de ses terres. Sur le podium du circuit le plus court, vous trouverez donc les fruits rouges, cueillis à 22 km. Ça, c'est une fraise qui est succulente. C'est des bonbons aux fraises. Voilà, on a la cerise là qui vient d'arriver dans notre région. L'asperge, 7 km, et le poivron qui vient du village voisin. Du petit empuisé. C'est un petit poivron empuisé, très doux, qu'on coupe soit dans la salade, soit on peut farcir avec un petit fromage blanc. Sans oublier les champignons, le cresson, tout un poème. Je suis le marchand de cresson, je suis le marchand de bonheur. Je n'ai que nos cressons à vous mettre dans vos corps. Et les fromages de chèvre, fierté locale. Un petit tour enfin par le bar à lait qui lui a rouvert. Hier, il était dans le pied de la vache. Aujourd'hui, il est dans le bouteille du consommateur. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Même les chefs étoilés ne s'y trompent pas. Ces produits sélectionnés chaque semaine, c'est le secret de leur inspiration. C'est grâce à ces gens-là qu'on arrivera, nous, à régaler nos clients demain. Quand on voit la qualité, la présentation, on a l'impression d'être dans une maison étoilée. Là. Nous, ils nous les livrent, elles nous parlent, les asperges, elles sont encore vivantes. Et s'il y avait un concours du marché le mieux organisé de France, Vienne aurait sans doute le premier prix. Voici la place des producteurs, celle des bouchers et celle des revendeurs, dit place à la bassine. Temple des bonnes affaires et du folklore. Belle banane du kilo, 3 €. Allez, 3 €. Allez, 3, 6, mon gars. Et entre les commerçants et leurs 5000 clients chaque samedi, c'est bien plus qu'un coup de cœur. Une très longue histoire d'amour. 40 ans que je suis sur le marché de Vienne. Faut dire, ça fait 50 ans que je viens là. Le jour où je pourrai plus faire le marché, c'est que vraiment je serai malade. Alors écoutez-les. La gourmandise de Gaël Charnet, on le sentait dans son commentaire, pour son bon marché. Marché de Vienne pour la région Rhône-Alpes. Si Gaël vous a convaincu, allez vite voter. Dominique Lagroux-Sampère, il y a un formidable engouement pour cette opération. Formidable engouement, y compris pour ces bons fruits rouges du marché. J'aimerais bien en manger là, il fait très très chaud sous le soleil. Plus de 270 000 votes, Jean-Pierre, exactement au compteur. 272 277 sur l'adresse www.coupdecoeurmarché.fr. Votez. Vous avez un quintet de tête qui est très très actif, mais 24 coups de cœur de nos correspondants qui fonctionnent très très bien. Allez-y parce que nos confrères de la presse quotidienne régionale, eux aussi, font tout pour mettre en valeur leurs bons produits. Je vous ai fait la petite revue de presse hebdomadaire du vendredi avec, on revoit justement le joli coup de cœur de Gaël Charnet et de Frédéric Marchand sur ce beau marché de Vienne. Également un coup de cœur à venir, le coup de cœur du marché sur l'eau du quartier Saint. Le tien, je pense que ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre. À Amiens, vous connaissez cette ville, c'est en Picardie, et c'est le coup de cœur de Marion Fiat. Et puis un dernier que vous allez bientôt découvrir, c'est le coup de cœur de Linda Huré pour la région PACA. C'est l'aragne Montéglin avec un produit insolite mais qu'on adore là-bas. Je ne vous en dis pas plus, à découvrir lundi. Allez, je vous redonne l'adresse www.coupdecoeurmarché.fr. Bon vote. Merci Dominique, et à lundi avec Linda Huré pour la bonne charcuterie provençale et les autres produits. La liberté retrouvée pour aller au marché, les cafés et les restaurants qui vont enfin rouvrir. Dans les villages on respire et dans les villages de montagne comme ailleurs. On attend maintenant les touristes de pied ferme. Tous les jours dans ce Trésor avec vous, on tâte le pouls des Français un peu partout. Aujourd'hui en Occitanie, à Loudanviel dans les Hautes-Pyrénées. Un grand bol d'air pur que nous offrent Perrine Mislange et Marion Laradé. En voilà deux qui profitent de leur déconfinement. Ces Gersois ont roulé 100 km pour atteindre les Pyrénées. Pause café en pleine nature, au petit matin. C'est le calme, c'est l'eau, le bruit de l'eau. Moi, j'adore ça, le truc, puis l'air. Bon, qu'il y en ait besoin. Dans cette vallée verdoyante, les habitants de Loudanviel reprennent progressivement leurs habitudes. Au détour d'une rue, on bavarde, on profite de ces retrouvailles. Gabrielle est la doyenne du village. Elle a 97 ans. Elle va en faire 98. Vous habitez où, vous, dans le village? Tout à fait en haut, au Petit Niche. On appelle ça le Petit Niche.
Pendant le confinement, Gabrielle n'a pas vu grand monde. Alors, quand elle reprend son souffle, elle guette le passage de ses copines. Oui, ici je m'arrête. Voilà. Je regarde si je vois mon ami, elle n'est pas là. Si les anciens prennent le soleil, les commerçants, eux, ont presque tous rouvert. Sur la place du village, il n'y a pas encore grand monde, mais ce restaurateur est confiant. Les touristes vont revenir. Heureusement, on est dans des zones très préservées, on est en pleine nature. C'est vrai que la montagne, je pense que cette année aura beaucoup d'engouement. La vie reprend petit à petit un petit peu. Le week-end dernier, il y avait des VTT, il y avait des camping-cars, et tout, c'est bien de voir du monde. Eux sont déjà là. Au-dessus du village, face au sommet pyrénéen, les parapentistes cherchent les courants d'air chaud. Un moment de plaisir et un atterrissage en douceur au pied du lac. Il y a eu une petite appréhension quand même sur le premier vol, mais là c'est génial, les conditions elles sont top. L'endroit est idéal pour profiter du déconfinement. Avec leur camping-car, ses amis réalisent tout à coup qu'ils peuvent partir en vacances à moins de 100 km de chez eux. On va plutôt en Méditerranée ou aux Pyrénées, Atlantiques. Et voilà, et ce qui fait que nos Pyrénées à nous, on les oublie. Là, j'étais très surpris parce qu'au lac de Loudanvielle, effectivement, il y a du poisson et on se fait plaisir. Loudanvielle est prêt pour sa saison estivale. Beaucoup de gîtes sont encore disponibles et cette vue sur les Pyrénées présage de belles vacances. Voilà, encore une idée de belles vacances, pourquoi pas, dans un gîte dans les Pyrénées ou ailleurs. Avant de vous quitter, la disparition d'un grand et vieil ami du journal de 13h, où on l'a vu il y a quelques années avec Alain Darchy, Monsieur Gagna. Il était distillateur et pendant plus de 60 ans, il a sillonné les routes du Puy-de-Dôme, du côté de Thiers, avec son alambic. Alain Darchy nous l'avait montré, il s'était lié d'une profonde amitié pour lui. Voilà, Jean Gagna a rejoint Alain et là-haut, je les salue tous les deux. Voilà Jacques. Encore une semaine de passé, c'était la 11e. Voilà, ça c'est fait. À lundi pour la 12e. À lundi, Jean-Pierre. Alors, les hommages se multiplient depuis l'annonce hier de la mort de Guy Bedos à l'âge de 85 ans. Il aimait aller là où ça pique, a réagi sa complice Muriel Robin. L'ancien président de la République, François Hollande, salue son humour qui était une arme contre le racisme et la bêtise. Guy Bedos, humoriste et comédien engagé, très populaire, il ne laissait pourtant personne indifférent. Corinne Magne et Gilles Dafalin. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui espèrent que je vais mourir sur scène, comme Molière. Je n'aurai pas cette outrecuidance. La dérision, le second degré, une marque de fabrique chez Guy Bedos. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Quand au début de sa carrière, il fait rimer amour et humour avec sa compagne Sophie Daumier sous la plume de Jean-Loup Dabadi, sa popularité lui donne des ailes, celle du pamphlétaire. L'Élysée était transformé en dancing pour parachutistes. Le polybiste peut alors entrer en scène sans jamais oublier ses origines pieds noirs, lui né à Alger en 1935. Moi, je suis pas de la gauche caillard, je suis de la gauche couscous. J'ai bouffé, je suis de la gauche couscous. En 1988, avec son fils Nicolas, il n'hésite pas à revenir sur sa terre natale. J'ai le sentiment pour la première fois depuis si longtemps, d'arpenter mon enfance. Une façon aussi d'exprimer ses convictions antiracistes. Les pieds noirs sont des immigrés. Ils ne savent pas. Mais les Français, les vrais Français, les ont jamais complètement acceptés. On est des bougnoules. Mais c'est sur scène qu'il règle ses comptes. Je le trouve plutôt sympa, Chirac. Un peu con, mais sympa. Parfois taquin, souvent virulent, il est le poil à gratter du pouvoir. La différence entre Chirac, Balladur et un type comme moi, c'est qu'eux vivent sur l'argent public, alors que moi, c'est l'argent du public. Moi, je suis pas un politique, vous savez. Je suis un clown. Je suis un clown politique. Hollande, qui est candidat. Il fait pas rêver, Hollande, hein? Il utilisait la formule que j'avais moi-même employée sur normal. Il disait quand même, qu'est-ce qu'on peut faire avec un candidat qui se déclare normal? C'est terrible pour les humoristes. Applaudi par la gauche, dénigré par la droite, il est toujours prompt à manifester pour défendre les droits de l'homme, comme en 2014 à Calais, contre le mur de la honte. Car sa première nature, c'est l'empathie, une bienveillance que souligne son ami Muriel Robin. Et il aimait tellement les gens, mais tellement. C'est un sale gamin.
l'enfance était là. C'est un homme qui effectivement disait ce qu'il pensait. Il nous inspirait bien sûr l'humour, quelquefois un peu caustique, mais l'humour quand même. Aujourd'hui, entre rire et larmes, s'agite le mouchoir de son au revoir. Voilà, repartons maintenant d'Alsace, si vous le voulez bien, pour profiter des fragrances et des couleurs de l'une des plus anciennes roseraies de France, celle de Saverne, dans le Bas-Rhin. En attendant sa réouverture, mi-juin, les jardiniers s'affairent autour des 550 variétés de roses qui, évidemment, embaument le jardin. Vincent Lameau et Laurence Claude-Pierre nous y emmènent. Pierre est un chanceux. Ce matin, comme beaucoup d'autres depuis 6 ans, son terrain de travail ressemble à un tableau de Monet. Voici la roseraie de Saverne. 8500 rosiers répartis sur 1,5 hectare. Pour le jardinier, les entretenir est un moyen de s'évader. Ça occupe les mains, mais ça laisse libre cours justement un peu à divaguer, à penser. Voilà, faut avoir une vie intérieure un peu riche. Mais Comme lui, la roseraie s'épanouit en ce printemps. Les rosiers fleurissent. Nos sens sont exaltés. Bien sûr, il y a cette explosion chromatique, mais il faut aussi tendre l'oreille. Les pollinisateurs sont à l'œuvre, des bourdons et d'autres insectes si précieux. Cette larve de coccinelle peut manger jusqu'à 200 pucerons par jour. Les sensations sont aussi olfactives. Magnifique. C'est vraiment le parfum de la rose tel qu'on se l'imagine. Une odeur d'agrumes, pamplemousse. Pour celle-ci, nous vous laissons deviner. Voici donc Louis, notre guide au nez fin. Il est incollable sur l'histoire de ces roses, même celles qui ont traversé la Manche. Alors, comment les Anglais sont venus aux roses? C'est grâce à notre grand Napoléon. Suite au blocus, les dames anglaises ne pouvaient plus obtenir leur parfum d'Asie mineure. Donc ils se sont dit, c'est pas compliqué, on va faire nous-mêmes nos rosiers. La roseraie, un livre ouvert tourné vers le passé et le futur. Sur cette parcelle sont plantées les dernières créations confiées par des particuliers ou des professionnels. Au fil des années, les modes évoluent. À un moment, c'était les roses très jolies, mais sans parfum, il n'y a pas beaucoup de parfum, les roses bicolores. Maintenant, on arrive nouveau vers les roses parfumées, peut-être plus naturelles. Et nous, on suit cette évolution, et c'est comme ça que notre jardin, il vit, quoi. En 120 ans d'existence, la roseraie vient de vivre une période inédite. Elle n'attend plus qu'une chose, que les visiteurs viennent à nouveau parcourir ces allées verdoyantes. Un mot de la bourse de Paris en baisse alors qu'il est moins 0,68% à 4 738 points. Dans un instant, la météo de Tatiana Silva, 19h45 et 20h, le journal avec Anne-Claire Cloudret. Et pour vous rappeler que la fête des mères approche, c'est dans une semaine. On se quitte avec encore quelques roses de Saverne qu'on offre évidemment à toutes les mamans. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.